les podcasts de la 44e édition de Cinéma du réel. Les rendez-vous européens du documentaire de patrimoine. Discussion. Il était une fois la vidéo analogique. Bonjour, merci d'être là ce matin. Donc 44e édition du festival Cinéma du réel et nous en sommes je crois au deuxième rendez-vous européen du documentaire de patrimoine. C'est une journée qui est consacrée au documentaire classique, comme on dit le film classique. On s'est rendu compte que la fiction classique avait ses rendez-vous à la fois à Cannes, à la fois à Lumière, mais que le documentaire était un peu mis de côté de ces rendez-vous. Et on s'est dit que le cinéma du réel était le bon endroit pour prendre le temps de revenir sur les films du patrimoine, les documentaires du patrimoine. Donc ce matin, vous allez participer à une rencontre qui va être animée par Antoine Guillot, que je remercie d'être là avec nous. C'est la 3e fois qu'il nous accompagne dans cette discussion autour du cinéma classique, du cinéma documentaire classique. Je le laisserai présenter nos invités. Simplement, on a voulu cette année, avec Il était une fois la vidéo analogique, revenir sur quelque chose qui nous a semblé évident finalement. C'est ce moment du cinéma documentaire des années 90 jusqu'aux années 2000 qui était tourné en vidéo et qui finalement est devenu aussi du cinéma de patrimoine et à la fois parler de ce corpus de films, comment le restaurer, mais aussi comment aujourd'hui la vidéo analogique est un matériel qu'affectionne un certain nombre de cinéastes pour rendre compte du passé, parce que parfois ils utilisent ces vidéos dans leurs films, mais aussi parce que parfois ils travaillent la vidéo numérique de manière à ce qu'elle ressemble à de la vidéo analogique. Voilà. Donc ça balaie beaucoup de choses autour de cette vidéo analogique et je vais donc tout de suite laisser la parole à Antoine pour démarrer cette discussion. Merci. Merci Catherine. Alors lapsus intéressant que vous venez de faire, sans doute révélateur de je ne sais quoi, mais ça n'a pas commencé dans les années 90 évidemment. Cette histoire de vidéo, ça remonte au moins à 1968. Et on va vous raconter un peu tout ça avec quelqu'un qui, à ma droite, connaît très bien la question. C'est Hélène Fleckinger, qui est universitaire, maître de conférence à Paris 8 et qui travaille aussi bien sur la vidéo, le cinéma, le féminisme, les pratiques militantes, les questions de genre et comment tout ça s'interpénètre et se mélange. À sa droite, Marcella Lista, qui est conservatrice en chef au Centre Pompidou et qui nous parlera notamment de la la restauration des œuvres de Chris Marker en vidéo. Alain Carroux, cycliste et ancien conservateur du service images animées et vidéogrammes de la BNF. Maxence Stamatiadis, qui est réalisateur, lui, et vidéaste, cinéaste, réalisateur de 6 courts-métrages et d'un long qui a été présenté au Festival de Rotterdam l'an dernier, qui s'appelle Le jour d'aujourd'hui, une sorte de film de science-fiction pavillonnaire, et qui est aussi auteur d'installations vidéo, puis qui a animé beaucoup d'ateliers vidéo, notamment avec les patients d'un hôpital psychiatrique. Brice Amourou est responsable adjoint du service technique de l'INA,
dont on sait évidemment tout le travail qu'ils font pour la conservation et la restauration des images en vidéo. Nicole Fernandez-Ferrer et elle, déléguée générale du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui à la fois produit, réunit, conserve, restaure des films en vidéo, des documents audiovisuels très importants qui concernent l'histoire des femmes, de leurs droits, de leur lutte et de leur création. Et puis enfin, Jean-Paul Fargier, qui était au tout début de cette histoire, réalisateur pionnier du genre et premier théoricien aussi de la vidéo en France. Alors, pour qu'on sache un peu de quoi on parle, on va commencer par une petite vidéo très didactique que nous a trouvée Alain Cariou. Vous pouvez nous dire 2 mots de cette vidéo avant qu'on la montre ? Oui, c'est effectivement une production à visée didactique. Hein. C'est un film qui s'appelle « Qu'est-ce que la vidéo ?», qui a été produit par le Centre national de documentation pédagogique à l'usage du monde enseignant en 1980 et qui est destiné à s'y retrouver pour les non-initiés dans ce qu'on appelait déjà le maquis des formats vidéo, la vidéo broadcast, la vidéo institutionnelle, la vidéo légère, la vidéo substandard. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? L'extrait que j'ai choisi concerne la vidéo demi-pouce parce que c'est celui avec lequel on va sentir le plus immédiatement la distance temporelle qui nous sépare de cette époque. On est sur la fin de l'époque de l'usage de la vidéo demi-pouce, mais enfin, une fois qu'on a équipé, parfois les techniques dans les usages ont un peu la vie dure, même si c'est remplacé par des techniques plus modernes. Et on sait qu'il y a eu ces vagues successives de formats qui se sont donc accumulés à travers le temps et les années. Le côté savoureux de ce film, c'est que comme les traditions la vie dure, lui, il est tourné en 16 mm. Voilà, donc là, on vient de faire un point de montage. Alors, comme on voit, ça prend un peu de temps. Jean-Paul Fargier, vous avez manipulé ce genre d'outils pour faire vos films ? Ah oui. Il faut dire qui l'a inventé, parce que c'est Paul Roussopoulos qui a... Il était mathématicien. Avec Carole, ils avaient acheté un appareil, un porte-à-pack. Voilà. Mais au début, les gens qui ont fabriqué Sonic et puis d'autres marques, des appareils à enregistrer en image électronique la réalité, voilà. Ils n'avaient pas prévu qu'on ferait du montage. C'était juste quelque chose de continu. Voilà. C'était continu peut-être parce que la vidéo, c'est d'abord l'image de la télévision. Le support de l'image télévisée, c'est l'image électronique. Bon, voilà. Donc, j'ai fait ça dans les premiers temps avec Daniel Gégy, on vivait ensemble et on avait acheté un appareil, un porte-à-pack. Et à l'époque, il y avait très peu de gens qui faisaient de la vidéo et on se connaissait. Et celui qui découvrait quelque chose, il le transmettait aux autres. Et Paul Roussopoulos m'a appris à appuyer, à repérer une image avec le chronomètre, puis sur l'autre magnétoscope, une autre image avec le chronomètre, etc. Donc, on a fait ça et ça marchait à une seconde près. C'était pas pile poil, il y avait un petit décalage, mais c'était déjà formidable parce que les premiers qui ont essayé de monter, ils ont coupé dans la bande. Et on faisait comme au cinéma, on coupait la bande verticalement. Or, l'image, elle est en diagonale sur la bande. Et donc, on coupait au milieu de 2 images. Donc, ça faisait des distorsions terribles. Et il a fallu que Paul pense à où on a enregistré à la volée la fin de l'image et le début de la suivante. Voilà. Pour compléter. Oui. Voilà. C'est quoi ça ? Ah oui, ça, c'est les... Voilà. Et puis d'ailleurs, les magnétoscopes qu'on voit, c'est des rouges. Pour ceux qui sont loin, ce n'est pas un CD, hein, ce n'est pas un DVD non plus. C'est du demi-pouce, voilà. C'est les premières cassettes, non pas cassettes, bobines, il n'y avait pas encore de cassettes, voilà. Voilà, on était très contents de faire de l'image comme ça, avec tous ces problèmes, mais c'était formidable. On voyait ce qu'on filmait, et on le voyait immédiatement. On n'attendait pas... un jour ou 2 de développement au laboratoire. Voilà. Alors, Hélène, vous allez peut-être nous expliquer, vous aussi, un petit point technique de quoi on parle, avec ce matériel, notamment la porte-à-pack. Je vous ouvre celui-là. On peut montrer, voilà, exactement, ouais, celle-ci.
quelques images, effectivement, pour comprendre ce dont il s'agit, parce que là, on est en train vraiment de s'intéresser à un maillon souvent oublié de l'histoire des techniques audiovisuelles. On parle évidemment des techniques photochimiques argentiques, des origines du cinéma, et aujourd'hui, du cinéma numérique. Eh bien, il y a la vidéo analogique au milieu, qu'il ne faut pas oublier. Elle pas analogique. Oui, elle est devenue analogique quand il y a eu le numérique pour se distinguer. C'était la vidéo. C'était la vidéo, mais aujourd'hui, pour comprendre ce maillon, effectivement, on est obligé de la définir comme analogique pour bien la distinguer des techniques numériques et du système d'encodage, évidemment 0101, sur des bandes qui peuvent être aussi magnétiques d'ailleurs. Mais là, alors, en l'occurrence, ce qu'il faut essayer de saisir, c'est en quoi consiste cette révolution technologique qu'est l'apparition du système porte-à-pack de Sony à la fin des années 60 pour le contexte français, en fait, essentiellement à partir de 68. Donc ici, on voit un matériel qui est constitué de la caméra, évidemment, qui enregistre sur les bobines, comme ce que vous veniez de montrer, Nicole et Jean-Paul, en bas à droite, les bobines demi-pouce qui sont évidemment insérées dans le magnétoscope qui est relié à la caméra. Et il fallait disposer évidemment à la fois de la caméra et du magnétoscope. Et au début, et de disposer de l'intégralité de cette association, parce que c'est évidemment pas compatible avec d'autres types de techniques, d'enregistreurs après. Et alors, on peut peut-être, excusez-moi, voilà, montrer aussi là quelques images. Là, en l'occurrence, un prospectus qui est celui du matériel qui sera acheté par Delphine Seyrig, dont il sera question tout à l'heure. Et alors, pour en revenir donc à ce dispositif, il faut essayer de comprendre aussi quels sont les avantages que ça représente par rapport aux techniques argentiques à l'époque. Portabilité, on parle de légèreté, il faut relativiser, parce que le magnétoscope, c'est quand même 25 kg. On avait pesé ça à Paris 8, voilà. Donc c'est bien de le tenir en bandoulière et de tenir la caméra, mais aussi il y avait le son, en fait. Là, on ne voit pas le micro qui est relié, et c'était pourtant l'un de ses avantages aussi, évidemment, d'enregistrer de manière synchrone sur le magnétoscope l'image et le son. Donc en général, il y avait 2 personnes qui étaient présentes sur le tournage, même si le magnétoscope pouvait être porté effectivement dans le dos. Et même si on voit notamment sur cette publicité Sony que effectivement les femmes ont beaucoup été utilisées comme argument publicitaire pour mettre en avant le fait que c'était du matériel léger, évidemment avec tout le degré de sexisme qu'il peut y avoir évidemment dans cet usage, n'est-ce pas ? Mais ce qui est intéressant quand même aussi de comprendre, c'est que précisément quand c'est lancé sur le marché, ce matériel, finalement, le public initialement visé, c'est plutôt un public familial un peu dans la lignée du Super 8. Et au fond, ça ne va pas toucher cette cible, même si le marketing ciblait la mère de famille et un des enjeux aurait pu être de filmer le premier repas de bébé et les vacances à la plage. Ce n'est pas l'usage qui va en être fait. C'est vraiment d'abord un usage militant, ancrés dans les quartiers. Carole et Paul Roussopoulos ont été déjà cités par Jean-Paul Fargier, qui sont vraiment les pionniers de la vidéo légère, de cette appropriation de la porte-à-pack en France, et qui vont fonder le premier groupe vidéo qui s'appelait Video Out. En fait, leur première appropriation, c'est vraiment 1970. Et en l'occurrence, là, j'ai exceptionnellement quand même mis un texte, parce que c'est pas très visuel, mais pour présenter, parce que c'est la première présentation du collectif, et je la trouve intéressante pour comprendre cette appropriation première, initiale de la vidéo légère, et pas que en France, évidemment. Video Out, un nom comme ça, parce qu'il en faut bien un. Video Out n'est pas un groupe de spécialistes ou de professionnels de la vidéo, mais des militants politiques impliqués à égalité avec d'autres gens dans la réalisation de bandes vidéo. En fait, la notion qui est introduite à l'époque, c'est la notion d'une pratique de la vidéo comme un média de groupe, par opposition à la télévision, média de masse. Et là, il faut entendre dans l'idée de groupe qu'il y a un groupe vidéo, certes, d'ailleurs c'était le terme qui était employé notamment pour Video Out, et puis les sans-fleurs, tu parleras évidemment, Jean-Paul, j'imagine, de ta propre pratique, mais c'est aussi tout un groupe justement social et politique qui se constitue autour d'une pratique vidéo et politique donnée, et qui va non seulement être impliquée dans la réalisation, mais aussi ensuite dans la diffusion
de ces bandes, puisque c'est bien l'enjeu que la vidéo rentre dans une action militante, quand on est en tout cas dans ces pratiques initiales. Initiales qui finalement aussi s'ancrent, faut resituer ça aussi, hein, dans un courant de contre-culture issu de mai 68. Là, j'ai mis 2 affiches sérigraphiées en mai 68. Et finalement, la vidéo, ça va devenir, d'une certaine manière, le média, mais dans une même technologie, finalement, qui est l'image électronique, qui va s'opposer, en un sens, dans ses pratiques, à la télévision. D'où ce type de présentation que l'on trouve dans des fanzines en fait, de contre-culture, et notamment Vidéo Info. Ouvrez les yeux et cassez la télé. Avec quoi ? Avec la vidéo, et vidéo, le point levé. Donc ça, je trouve que c'est assez représentatif du contexte dans lequel les premières appropriations de la vidéo légère et de la porte-à-pack vont se développer. Donc je le répète, un militant ou disons vidéo d'intervention. Mais il y aura aussi, par la suite, surtout à partir de la deuxième moitié des années 70, de nombreuses appropriations institutionnelles dans des maisons de la culture, dans des maisons des jeunes et de la culture, dans évidemment des universités, dans des comités d'entreprise par ailleurs aussi, mais ça peut être très relié évidemment déjà encore au monde militant. Et la question de l'art vidéo sera évoquée aussi. Mais à l'époque, en fait, Guy Henbel, en 75 précisément, établit une typologie, dit en gros, il y a 4 grandes orientations, je m'arrêterai là. C'est la vidéo militante ou d'intervention, la vidéo underground dans une démarche expérimentale, vraiment travaillant sur le médium et la spécificité du médium et de l'image électronique, et notamment pouvant recourir aux premiers synthétiseurs, à l'ORTF, etc. Troisièmement, il parle également de vidéos d'animation, donc plutôt celles qui est reliée justement aux institutions comme les maisons de la culture et les maisons des jeunes et de la culture, les appropriations d'interventions socio-culturelles ou culturelles. Et puis enfin, la vidéo d'auteur, alors là, dans laquelle il rangera Godard et d'autres. Et sans doute Jean-Paul Fargier. Alors, Jean-Paul Fargier, vous avez justement, on va voir un des films produits de cette façon par quelqu'un qu'on vient de voir en photo, réalisé par Carole Roussopoulos. Vous pouvez nous présenter ce film que vous avez choisi, Jeunet parle d'Angela Davis. Oui, c'est peut-être le premier film que Carole et Paul Roussopoulos ont tourné. Je dis le premier film, la première vidéo, après avoir acheté leur appareil vidéo sur les conseils de Jean Genet. Jean Genet, on a mis ça à jour dans le séminaire de Hélène Fleckinger, Alain Caroux et d'autres. Pendant des années, ils ont réuni des pionniers de la vidéo, on se racontait des choses et on recoupait des informations. Et j'ai découvert là que comment Carole avait acheté un appareil de vidéo après avoir été licenciée. Elle était journaliste au magazine Vogue et elle est licenciée. Elle a beaucoup d'indemnités de licenciement et elle ne savait pas quoi faire. Elle était très triste et Jean Genet lui a dit « Mais pleure pas, achète-toi de la vidéo et tu verras, tu feras toi-même du journalisme. » Et une première fois qu'elle utilise cette vidéo, c'est quand Jean Genet est invité par la télévision, France 2 sans doute, Antenne 2, à parler. Et il se méfie de la télé. Et donc il dit à Carole, viens filmer ce que je dis sur Angela Davis, parce que peut-être ça ne passera pas à l'antenne. Et ce n'est pas passé à l'antenne. Et donc tout ce qui reste de cette prise de position de Jean Genet, c'est ce qu'on voit. Donc la vidéo fonctionne comme contre-télévision, comme machine de guerre contre la télévision au départ, comme substitut à la télévision. On va regarder ça. On imagine effectivement que dans la télévision d'État du début des années 70, ce n'était pas évident à passer. Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo de Carole, elle comprend les 3 prises. Parce qu'on fait recommencer à Genet 3 fois. Il y a toujours un truc qui ne marche pas. Et donc, là, il est filmé de biais parce que le plan de face est fait par la caméra 16 de la télévision. Et j'ai découvert très tard que le réalisateur qui avait été envoyé pour filmer Jean Genet par Pierre-André Boutan pour l'émission Invité du dimanche de Resvani,
qui avait demandé à Rezvani que Jeunet intervienne dans son émission. Le réalisateur, c'était Jean-Daniel Paulet. Donc, un ami, quelqu'un, mais je ne savais même pas qu'il avait fait ça, quoi. Il faisait ça de façon alimentaire. Et puis, il laissait faire ses techniciens. À la limite, ils ne sont pas contents de l'image, du son. OK, on refait une prise. Voilà. Donc, c'est aussi un document sur la façon dont travaillent des professionnels et dont d'autres amateurs vont pouvoir montrer à la fois le défaut des professionnels et la vitalité de ce nouveau médium qu'est la vidéo. Voilà. Alors, juste pour terminer, je dis, on parlait de vidéo militante. Ça, c'est de la vidéo militante, parce que c'est la vidéo militante contre la télévision officielle. Et il n'y en a qu'une, d'ailleurs, à l'époque. Et puis, la vidéo se disait militante parce qu'elle militait pour la vidéo. Tous les gens qui faisaient de la vidéo, ils disaient il n'y a plus que la vidéo, abandonnez le cinéma. Et le premier qui a dit ça, et qui a converti plein de gens, c'est Godard. Godard, chaque fois qu'il allait présenter des films en province, il disait, dans une assemblée, devant des étudiants, j'ai un témoignage à l'université de Toulouse, où il a dit comme ça, mais arrêtez de faire du cinéma, faites de la vidéo, regardez, c'est beaucoup mieux, etc. Et j'ai un ami qui a arrêté de faire du cinéma, qui a acheté de la vidéo, et nous, on a fait aussi ça. On disait, non, mais le cinéma, ça va mourir, il n'y aura plus que de la vidéo. Voilà. Et aussi, j'ai fait de la vidéo avant de faire de la vidéo, en colportant cette utopie dans des journaux comme le journal d'Edernalier, l'Idiot international, avec Gérard Leblanc. Voilà. Dans Cinétique, qui était la revue née de mai 68, de la revue de cinéma, on était très pour la vidéo et on tournait des interviews de cinéastes avec des appareils vidéo. Et grâce à Hélène, on a compris que l'appareil que nous utilisions à Cinétique, c'était celui que Godard utilisait pour ses premières vidéos et qui venait de UP6 aux Beaux-Arts. Les premiers qui sont équipés de façon institutionnelle, c'est les Beaux-Arts de juste après 68. Et on dit que Godard est le premier à avoir acheté la porte-à-pack. Oui, mais d'abord, il a commencé par... la deuxième. Il a commencé par... et qui, la deuxième ? Carole Roussopoulos. Carole, la deuxième. Et Marquer, qui a fait un peu de vidéo aussi, avait... Au début, il n'y avait que cet appareil que gérait Alain Jacquier, qui était un technicien très militant de la vidéo pour la vidéo. Voilà, donc il faut penser que on militait pour la vidéo, c'était tellement extraordinaire qu'il fallait répandre ce médium. Ah bah alors, vous nous faites donc des transitions magnifiques, Jean-Paul, puisque Brice Amourou, vous êtes venu avec un film de Godard, justement. Oui. Alors, avant, juste, si vous permettez, avant l'extrait, depuis tout à l'heure, on parle de la vidéo légère, de la vidéo portable, et de ce que ça a permis en termes de tournage, mais la vidéo analogique a d'abord existé en version pas portable. Et cette petite bande de demi-pouce-là a été précédée par des ancêtres en 2 pouces, puis en 1 pouce, qui étaient des gigantesques bobines qui pesaient voilà. Et donc, ça a d'abord été la vidéo analogique a d'abord servi en régie à pouvoir enregistrer des choses qui étaient diffusées, produites en direct. Et c'est grâce à la vidéo analogique qu'on a trace des émissions en direct qui étaient produites dans les années 60. Voilà. Et donc, avant l'arrivée de la vidéo en régie, la seule façon d'enregistrer le direct, c'était de filmer avec une caméra 16 mm un écran de télévision et de faire ce qu'on appelle un kinéscope. Donc du coup, voilà, la vidéo a permis ça d'abord. Ensuite, effectivement, tout le mouvement, ça a été la miniaturisation pour permettre d'être légère, être portée en caméra, en valise, puis ensuite à l'intérieur même de la caméra. Voilà. Je vais juste faire cette petite précision historique pour dire que la vidéo analogique, c'était aussi des grosses bobines, très difficile à lire aujourd'hui, au demeurant, sur tous les 2 pouces, donc qui nous pose des problèmes de conservation par ailleurs, on y reviendra. Pourquoi très difficile à lire ? Parce qu'il n'y a plus de machines pour les lire ? Ou principalement plus de machines et de moins en moins de gens qui savent utiliser les machines en question. Ça, c'est un sujet qu'on a en commun avec d'autres institutions d'archivage. Les techniciens en capacité de maintenir une machine 2 pouces avec de l'électronique de l'époque, c'est une denrée très rare. C'est un des grands sujets de conservation qu'on a aujourd'hui.
Alors donc ce film de Godard que vous nous avez apporté. Oui, alors je ne savais pas qu'on allait parler de Godard comme ça, donc très bien. Évidemment, à l'INA, on a énormément de programmes qui sont nativement de la vidéo. Et donc là, j'ai juste pris l'exemple de les 2 premières minutes d'une série de Godard qui s'appelle 6x2. Donc, je vois des gens qui acquiescent dans la salle, donc qui connaissent cette série, bien sûr. J'ai pris juste le tout début pour montrer aussi à quel point la vidéo peut être non seulement l'outil, mais aussi être elle-même mise en scène dans une narration. Et puis, vous verrez aussi un des sujets de la vidéo, c'est les fameuses infographies qui datent évidemment beaucoup ces images et qui aujourd'hui nous posent parfois quelques difficultés à restaurer. Ça marche toujours, les blagues de Godard. Hélène Fleckinger, on a parlé de la dimension politique contre-culture. C'est devenu aussi, la vidéo, on l'a dit, le moyen de produire des images qui elles-mêmes font partie d'une lutte directement, qui sont évidemment, et on va en parler avec Nicole Fernandez-Ferrer, les luttes féministes dans les années 70 se sont faites beaucoup par la vidéo. Oui, absolument. Les luttes féministes, les luttes homosexuelles, les luttes ouvrières, les luttes anti-impérialistes ont été énormément accompagnées en vidéo, ou plutôt la vidéo a servi vraiment de haut-parleur, en quelque sorte, à ces mobilisations. Et peut-être que là, je pourrais présenter aussi assez rapidement un autre extrait que, justement, dans cette perspective-là, j'ai choisi, je vais le présenter, après avoir peut-être quand même rappelé aussi les avantages quand même de la vidéo légère par rapport au contexte de lutte. On parlait de portabilité, d'enregistrement synchrone de l'image et du son. Il faut rappeler aussi, bien sûr, le faible coût. Le faible coût relatif, évidemment, hein, parce qu'en tout cas, on évite le développement argentique en laboratoire par rapport au monde du cinéma. Ce sont surtout des images aussi qu'on peut faire sans avoir été formé. Il n'y a pas d'école à l'époque, évidemment, de vidéo. Donc il y a un apprentissage sur le tas. Dans le milieu féministe, par exemple, Carole Roussopoulos organisait des stages spécifiquement à destination des femmes. Donc il y avait une transmission comme ça d'une technique et une appropriation hors des regards masculins, un peu paternalistes potentiellement. Tout restait en fait à inventer. Et en termes de coût aussi, certes, bien sûr, l'équipement en lui-même, si on l'acquérait, il coûtait quand même cher, c'était l'équivalent de 14 000 francs de l'époque. Carole Roussopoulos disait souvent c'est à peu près le prix d'une voiture d'occasion, en fait, l'équipement de base. Donc non seulement la caméra et le magnétoscope d'enregistrement, permettant de relire progressivement. Au début, il ne permettait pas de relire, il fallait un autre. Mais disons, après, il a permis le même d'enregistrer et de relire. Et il fallait aussi ajouter un moniteur. Et tout cet équipement-là, c'était quand même un certain coût. Mais les bandes elles-mêmes ne coûtaient pas cher et on pouvait effacer, recommencer. C'est aussi pour ça que dans le cadre des stages, il y avait comme ça un moyen, de manière très horizontale, d'apprendre et puis ensuite de filmer en occupant tous les postes. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec ces pratiques, c'est pour ça que pour les féministes, les femmes, dans une quête de libération et une quête à la fois une recherche de moyens d'expression, mais aussi de quête d'identité, etc., ça a été très important, c'est qu'il était possible de faire ses propres images en occupant tous les postes, sans division du travail, entre travail technique et travail intellectuel. Travail technique, le fait de prendre les images, d'enregistrer, etc., de monter, et puis le travail de conception intellectuelle. Et la relecture immédiate des images, je le répète, sans passer par les laboratoires, ça a été extrêmement important. Donc un exemple que je vais présenter maintenant, c'est une vidéo qui va aussi permettre de faire le pont avec la joie de la redécouverte des fonds d'archives quand un travail de collecte, de sauvegarde a pu être mené. C'est grâce en effet à la collaboration entre Cyclic et la BNF que cette bande vidéo a été retrouvée, qui s'appelle 8 pieds de narcisse dans un champ de caméra,
qui a été tourné en 1979 et produit au sein de la Maison de la Culture d'Orléans par 4 jeunes femmes lesbiennes. Donc on peut considérer, on est en 1979, que c'est l'une des premières, si ce n'est la première, vidéo documentaire manifestement lesbienne et donc féministe par ailleurs également. Donc tournée par deux jeunes femmes de Tours, Marie-Claude Heulin et Carole Vidal, qui doit être dans la salle normalement aujourd'hui, et deux jeunes femmes de Poitiers, Elisabeth Couzet et Jo Lepentier. Elles avaient entendu dire qu'à la Maison de la Culture d'Orléans, justement, il y avait des stages organisés. Donc là, c'est bien du matériel institutionnel de la Maison de la Culture d'Orléans. Ce n'est pas le leur qui a été utilisé. Et elles ont eu elles-mêmes envie donc, de faire une vidéo dans le cadre de ces stages. Sachant qu'il y avait un secteur vidéo à la Maison de la Culture d'Orléans dès 1975, et à partir de 1976, c'est Pierre Muller qui en était le responsable sectoriel. Il s'agissait en fait, en quelque sorte, là, d'inviter des artistes à montrer leurs films, mais aussi donc d'accompagner de la création. D'ailleurs, Jean-Paul, je pense que tu y es beaucoup allé avec Daniel, justement, et avec Michel Jaffrenou. Et alors, on va voir tout de suite l'extrait. Je pense que c'est le mieux. Voilà, et on en parle après, exactement. Alors, à ma connaissance, c'est évidemment la toute première prise de parole qui résonne extrêmement fortement aujourd'hui par rapport au MeToo inceste dans la production audiovisuelle. Enfin, voilà. Parlez dans votre micro, Jean-Paul. C'est après Vidéa, les deux filles de Vidéa. Oui, mais qui ne traitent pas frontalement de la même manière de ces questionnements-là. Voilà. Ouais. On va enchaîner sur un deuxième que vous avez choisi, tourné par Marie-Ange Poyet et Bénédicte Delesalle. Et puis après, voilà, on donnera la parole ensuite à Nicole Fernandez-Ferrer. Oui, alors évidemment, par rapport à la vidéo qu'on vient de voir, l'enjeu de la restauration, là encore, est majeur, et on en reparlera tout à l'heure, puisque c'est un film vidéo qui dure 24 minutes et qui est extrêmement abîmé. Et on a dans nos fonds d'archives quand même des trésors comme celui-ci, avec des prises de parole incroyables et des expérimentations, des créations, des écritures tout à fait libres et incroyables. Extrêmement marquante évidemment aujourd'hui pour nous. Alors la deuxième vidéo que j'ai choisie, c'est un extrait donc de Urban Sax à Venise de 1981, tourné par un groupe également féministe qui s'appelle Informel. En l'occurrence, derrière se cachaient Bénédicte Delesalle et Anne-Marie Poyet. Et donc là, c'est un film qui expérimente une technique particulière qui est la paluche, une petite caméra inventée par Boviala au milieu des années 70, qui se tenait à la main et qui permettait de faire des images avec un angle de vue absolument incroyable. Donc si j'ai choisi maintenant cette vidéo, c'était vraiment pour montrer aussi combien en vidéo il y a eu évidemment des écritures incroyables donc, dans ces années-là, mais en plus cette articulation spécifique entre technique et esthétique. Ce film est tourné à Venise en 1981. On va voir tout de suite l'extrait et je redirai quelques mots après. Voilà, donc un exemple d'expérimentation d'une technologie, d'une certaine caméra qui permet certains points de vue, et donc expérimentation technique et expérimentation évidemment esthétique. Là, tout est remonté évidemment après, c'est-à-dire qu'il y a la bande sonore du groupe Urban Sax qui est utilisée ensuite en post-prod finalement pour être montée sur les images. Alors Nicole Fernandez-Ferrer, je te rappelle, vous dirigez le centre Simone de Beauvoir. Est-ce que certains des films qu'on a vus ici sont dans les collections et dans ce que montre le centre? Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances ce centre a été créé et quelles sont ses missions principales? Oui, alors donc c'est le centre
audiovisuel Simone de Beauvoir, parce que quand on dit centre Simone de Beauvoir, on nous prend pour des spécialistes de l'œuvre de Beauvoir. On la connaît, elle a fréquenté le centre et on a lu ses livres, mais on n'est pas des spécialistes de Simone. Voilà, donc audiovisuel, en fait, ce centre a été créé en 1982 par Carole Roussopoulos, dont vous avez entendu parler juste avant, par Delphine Seyrig, dont on va voir un extrait de film, et par Johanna Wider. Et en fait, elles ont créé ce centre en 1982 au retour de la gauche au pouvoir, on va dire, pour aller vite, où il y avait de l'argent pour la culture. Ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, elles ont pris cette fenêtre de tir. Et ça faisait en fait 10 ans, en gros, qu'elles-mêmes, elles tournaient avec des collectifs qui ont pris des noms divers et variés, les Muses s'amusent, les Insoumises. On a parlé de Vidéa tout à l'heure. En fait, elles n'étaient pas que deux, elles étaient bien plus nombreuses, mais ça tournait aussi beaucoup dans tous ces groupes. Donc ce centre a été créé, c'était l'idée très originale à l'époque, de sauvegarder en fait tous ces films vidéo, tous ces vidéos, je devrais dire, militantes qui avaient été tournées et dont on avait compris très vite qu'en fait, la technologie changeant, qu'il fallait les reporter pour les sauvegarder. Donc il y avait ce travail incessant de report d'un support nouveau à un autre, puisqu'il y avait quand même une bataille commerciale. Hein, la vidéo, c'est ça aussi, c'est un enjeu financier et un enjeu aussi pour des grosses sociétés, comme je ne sais pas, Sony, Ampex, etc., j'en passe. Donc elles ont eu cette idée très originale de créer ce centre et de donc commencer à non seulement veiller à la conservation, au report des bandes, il n'était pas encore question de restauration à l'époque, et de diffusion et de valorisation, parce que si toutes ces bandes restent dans des placards, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, puisque vous parliez des films, des vidéos qui viennent du centre, Jean Genet parle d'Angela Davis est conservé donc, par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, en collaboration donc, avec le service audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France, qui nous a permis non seulement de numériser nos collections, mais aussi de restauration, et c'est ce que je vais vous montrer après. Juste ajouter que le centre n'est pas qu'un centre d'archives, il est aussi un centre d'éducation à l'image, donc notamment sur les stéréotypes sexuels. On a parlé des violences contre les femmes, mais aussi sur, on va dire, sur des figures singulières de femmes. Donc on fait tout un travail aussi avec nos propres archives, avec des films extérieurs, pour les faire connaître donc, à des jeunes publics. Et ils sont tout à fait capables de regarder, d'apprécier des vidéos en noir et blanc, un peu en mauvais état, etc., si elles sont contextualisées. On travaille également, juste pour rappel, auprès de personnes détenues, de personnes incarcérées, des femmes, des hommes et des mineurs. Et on travaille aussi beaucoup avec des artistes. Et je voudrais rappeler à ce sujet l'importance aussi de curatrices comme Natacha Petressine ou Giovanna Zapperi, et de cette exposition sur Delphine Seyrig et les collectifs vidéo qui a permis de mettre en lumière justement tout ce travail des collectifs donc, autour desquels il y avait Carole, Delphine, Johanna, mais aussi de Vidéa et d'autres femmes. Puisque tout à l'heure, Hélène le rappelait, personne ne savait comment utiliser la vidéo ni la monter. Et les écoles de cinéma étant aux mains des hommes, les femmes ont pu trouver justement une façon de faire beaucoup plus libre. Il n'y avait personne pour leur dicter ce qu'elles devaient faire. Mais c'est aussi le cas des groupes homosexuels ou LGBTQI, comme on dirait maintenant, ou des Black Panthers, ou des Palestiniens, qui d'ailleurs ont tous été formés par Carole et Paul. Peut-être rappeler l'importance de Paul Roussopoulos, qui dans Genet est la personne qui tient le micro. Et quand il racontait comment c'était passé, c'est intéressant aussi de voir que Video Out, qu'on a appelé un groupe et qui en fait était ces deux personnes, donc un couple, était toujours très lié en fait dans toutes les actions qu'ils ont menées. Mais Paul ne signait pas les films, sauf un film qu'il a signé, qui est Munich, c'est le seul. Alors, après ce résumé très rapide, alors, on va vous montrer, je crois qu'on va montrer 2 extraits de Sois belle et tais-toi. Oui, alors moi j'ai 3 fichiers là. J'ai une séquence image avant-après, oui. Sois belle audio d'origine et Sois belle audio restauré. On va commencer par la séquence avant-après qui est un peu, vous savez, comme le lifting ou le botox, que c'est, il faut voilà, réparer, mais que ça se voit pas trop quand même. Donc en fait, c'est ça l'enjeu. Si ça se voit, c'est que c'est mal fait. Et l'enjeu que connaissent les techniciennes et les techniciens qui travaillent là-dessus, c'est ne pas rendre la vidéo telle qu'elle n'a jamais été, c'est-à-dire en noir et blanc. Parce que beaucoup de techniciens ou de personnes qui s'attellent à ces restaurations veulent absolument qu'il y ait du contraste, du noir et blanc. Et Jean-Paul, tu ne me contrarieras pas, la vidéo, elle était plutôt grise. Hein. Oui. Hein? Et sauf justement, là, vous avez vu, Urban Sax, à la paluche, c'était un tube que Boviala avait importé de, je sais pas où, de Suède, qui servait de caméra de surveillance à l'intérieur des moteurs d'avion, etc. Et il avait eu l'idée de la coupler
avec une caméra 16 ou 35 pour que le réalisateur, la réalisatrice ait son image. Mais on est plusieurs à s'être aperçus que ça donnait une image 2 fois ou 3 fois plus belle que l'image des grisouillettes, là, des premières Sony, des deuxièmes Sony, et on a acquis des paluches. Nous, avec Daniel, on a acheté une paluche, mais on ne s'en servait pas pour faire des acrobaties d'image. On l'a scotché sur un pied de caméra et on faisait des très belles images avec beaucoup de contraste. Voilà, parce qu'elle avait 500 lignes au centre, comme disait Beauviala, et pas 200 ou 250. Ça avait beaucoup de définition. Donc là, c'est les seuls... Vous les reconnaîtrez, les films faits à la paluche, parce qu'ils ont un très beau noir et blanc. Et donc, Sois belle et tais-toi, c'est un film qui a été donc réalisé par Delphine Seyrig, tourné par Carole Rousseau-Poulos à la caméra et monté avec Johanna Wider. Donc, on retrouve ces 3 femmes qui sont les fondatrices du centre que j'ai le plaisir de diriger. Et on va voir donc le avant-après, et ça a été fait donc dans les laboratoires donc de restauration de la Bibliothèque nationale de France. Mais je dois ajouter qu'on a aussi des restaurations qui ont été faites en collaboration avec la BPI et avec le ZKM, donc qui est en Allemagne. Donc on a plusieurs personnes avec qui on travaille, suivant en fait, les restaurations qui sont à faire. Donc peut-être on va lancer. Alors, essayez de voir la différence, j'espère que vous la verrez, parce que si vous ne la voyez pas, c'est que c'est raté. Donc faites un petit effort, avant-après, vous allez voir. On y va. Alors ce film donc, qui s'appelle « Sois belle et tais-toi », cette vidéo donc, qui dure presque 2 heures, c'est une série d'entretiens avec des actrices françaises et des actrices nord-américaines. Et donc c'est une façon aussi pour Delphine Seyrig, évidemment, de parler de son travail d'actrice et aussi de parler des femmes et du féminisme notamment. Et donc dans cette restauration, ce qui était important évidemment dans ce film, en fait, au bout d'un moment, tout le monde nous dit « mais on s'en fiche complètement que ce soit en mauvais état parce qu'on écoute ce que disent ces femmes ». Mais évidemment, nous, on est sensible quand même à la qualité. Je pense que c'est important aussi pour la conservation. Donc le travail très fin qui a été fait dans les laboratoires de la BNF, c'était restituer au plus près de ce qui avait été filmé à l'époque, donc la qualité de l'image, enlever des drops là qu'on voit du côté gauche de l'écran, travailler aussi, on va le voir dans un autre petit extrait, retravailler le son. Il y avait des moirages aussi sur les visages, donc cette pauvre Jane Fonda, on avait l'impression qu'on lui avait envoyé une claque pendant le tournage parce qu'elle avait un côté qui était plus sombre. Donc et voilà, il fallait travailler très finement tout ça et le résultat, donc c'est 110 minutes, franchement, est formidable. Et je peux vous annoncer que quand la restauration, parce qu'on est encore sur des questions de générique, sera finie, la restauration sera finie, il y aura une sortie en salle du film avec un inédit qu'on a redécouvert dans nos archives, filmé par Delphine Seyrig. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Il y a dans la salle en fait 2 personnes du service audiovisuel de la BNF et Alain Carroux qui a suivi ça de près aussi. Donc si vous avez des questions hyper précises, vous pouvez profiter de leur présence pour leur poser, mais je ne veux pas rentrer trop dans ce détail. On peut regarder la partie son, Antoine ? Sans rentrer dans tous les détails, on va faire le son, puis après Alain Carroux va nous parler effectivement comment ça s'est passé de son côté. Alors là, c'est la version d'origine. Alors on va voir si on comprend. On va voir si vous entendez la différence. Bon, effectivement, on entend. Je voulais juste préciser le nom de la personne que vous entendez parler, qui est Viva, qui était donc une mannequin et aussi actrice, et qui fait partie donc de ces femmes qui se sont entretenues donc avec Delphine Seyrig, dont vous entendez la voix quand elle pose quelques questions. Qui était dans la Factory, qui appartenait à la Factory de Warhol. Oui. Alors Alain Carroux, comment ça s'est passé, ce grand chantier de restauration, et quelles sont les difficultés particulières de la restauration et de la conservation de ces images ? Alors oui, on peut commencer déjà par la conservation parce que effectivement la restauration c'est un supplément qui vient ensuite. Le gros du travail qu'on a engagé à partir du moment où le plan de numérisation des collections qu'on avait déjà engrangé à la BNF depuis les années 70 a été assez avancé et qu'on est parti à la recherche
finalement de ce qui manquait, de bandes vidéo comme ça des années 70-80 qui n'étaient prises en charge par aucune institution et qui finalement étaient menacées de disparaître. C'était le moment aussi où le centre Simone de Beauvoir repartait d'une nouvelle dynamique. C'était donc le mi-temps des années 2000. C'est le moment aussi où Hélène faisait ses recherches de thèse qui ont servi fortement de guide dans la collecte, et puis le séminaire vidéo des premiers temps. Tout ce mouvement engagé au mi-temps des années 2000, il a permis de faire la première chose qu'il faut faire pour un travail de conservation, c'est le travail de collecte, c'est-à-dire voir si les bandes sont encore là et obtenir la confiance de ceux qui les détiennent, qui sont souvent leurs auteurs, ou quand il y a des producteurs, leurs producteurs, ou leurs auteurs-producteurs, pour qu'on en effectue la numérisation de sauvegarde. Donc il y a eu tout ce travail de numérisation, de sauvegarde et de collecte qui est toujours en cours, mais qui a été le premier étage de la fusée. Et puis ensuite est venu le moment, effectivement, où on s'est dit, il y a dans tout ce matériau sauvegardé des titres qui méritent une considération égale à celle d'œuvres cinématographiques. Ce n'est pas juste une matière dégradée dans laquelle on récolte les informations qui restent, mais il faut essayer de leur faire retrouver l'apparence qu'ils avaient à l'origine. Alors là surgissent quand même un certain nombre de questions un peu compliquées. J'ai plutôt envie de soulever les questions que les réponses, là, parce que les réponses sont un peu au cas par cas. La problématique spécifique, une des problématiques spécifiques, c'est le fait qu'il n'y a pas de négatif original comme pour le film, par exemple. Pour le film, énormément des restaurations qu'on voit sur les écrans, certes pas toutes, partent des négatifs originaux quand les négatifs existent. En vidéo, vous l'avez compris, en vidéo analogique, à chaque fois qu'on travaille, qu'on fait du montage, par exemple, en fait, on fait une génération de recopies. Donc, le seul matériau original qui a l'éclat, la définition, etc., d'une matière originale, ce sont les rushs. Les rushs eux-mêmes n'étant pas réemployés tels quels, mais étant recopiés lors des étapes de post-production et de montage, on a de la déperdition. Qu'est-ce qu'on veut, à quel moment on veut faire revenir les images au stade de la fixation originale d'un master ou issu de une ou deux générations de recopies au niveau des rushs. Voilà le genre de questions qui peut se poser. Deuxième type de question qui peut se poser, les modes de restitution. Pour le film, certes, les salles de cinéma ont évolué à travers depuis un siècle dans la matière des écrans, les projecteurs et les lampes qui sont derrière, etc. Mais on est globalement toujours dans la salle de cinéma. La vidéo de cette époque-là, le plus souvent, elle était vue uniquement sur des petits écrans vidéo qui étaient transportés, notamment dans les cadres militants. Mais enfin, même si elle passait à la télévision, les télévisions n'étaient pas très grandes. Et puis il y avait de rares exceptions, comme Sois belle et tais-toi, qui, sauf erreur de ma part, étaient présentées sur écran, dans une salle de cinéma. En fait, il y a eu deux exceptions. C'est Mazo et Miso vont en bateau, voilà, qui a été montré en salle, et Sois belle et tais-toi, mais de façon beaucoup plus fugitive. On est très rarement dans de la présentation sur grand écran, alors qu'aujourd'hui, le travail qu'on fait vise en premier lieu, même si pas exclusivement, à ce qu'on puisse présenter les œuvres sur grand écran, effectivement, dans des lieux de présentation du patrimoine cinématographique restauré. Voilà, ça fait partie des questions qui se posent. Donc, le travail, il consiste en tout premier lieu à éliminer les défauts qui sont arrivés à travers le temps, les défauts liés à l'usure, les défauts liés au vieillissement des bandes originales, les défauts liés aux recopies successives, puisque parfois on n'a que des copies, surtout dans le cadre de la vidéo militante où il n'y avait pas de soins forcément apportés au master, c'était des sortes de tracts faits pour le l'ici et maintenant, donc il n'y avait pas de conservation d'une copie pour la longue durée. Tout ça fait que voilà, la priorité, c'est de travailler par exemple sur les drops, là, ces petites lignes horizontales qui traversent l'image et qui sont, elles, exclusivement liées à de l'usure au passage du temps. Mais ils ne font pas partie de l'état de l'œuvre originale. De même, les problèmes de perte de synchro, les sauts d'image,
Après, il y a d'autres questions qui se posent, par exemple sur les contrastes, qui sont liés aux propriétés intrinsèques de la vidéo dont parlait Jean-Paul notamment tout à l'heure. Ce côté grisouillet, sauf pour la paluche. Et puis également tenir compte du... Non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, le côté peu contrasté. Comment et puis la résolution, bien sûr, là, à laquelle on ne touche pas. Hein, on est sur des résolutions génériques de type 720 par 576, donc des résolutions beaucoup plus faibles que celles sur lesquelles on travaille en vidéo numérique aujourd'hui. Voilà. Vous êtes venu avec un film, vous aussi? Eh ben, je suis venu avec un film pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Oui, c'est un travail de restauration dont on est très fier à la BNF. Ça s'appelle Irlande, terre promise d'Hélène Chatelain. C'est très... Enfin, on pourrait dire plein de choses d'Irlande, terre promise, mais ce que je voudrais montrer là, c'est que c'est l'audace avec lequel elle met en œuvre quelque chose qui techniquement était plutôt facile, mais que pas grand monde n'a fait, c'est-à-dire de mélanger des formats et de mélanger des images noir et blanc et couleur. Pour le coup, en cinéma, c'est pas évident de mélanger du 35 et du 16 mm, de monter tout ça ensemble. Vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle du gonflage, c'est-à-dire tout ramener au même format de pellicule. Mais en montage vidéo, pour peu que vous ayez les matériels de lecture de tous les formats de cassettes et de bandes que vous avez, vous pouvez monter à la suite effectivement des images qui ont été tournées ici pour les unes en porte-à-pack, en demi-pouce noir et blanc. Ce sont les images prises dans l'urgence du conflit en Ulster, puisqu'on est dans ce cadre-là, dans les troubles, les émeutes et les affrontements extrêmement meurtriers avec l'armée britannique en Ulster à la fin des années 70, début des années 80. Et puis, avec ça, sont montées des images filmées en 3/4 de pouce, donc un format de meilleure qualité, couleur, et ce sont les moments ouverts à la contemplation, à la mise à distance et à tout le travail d'ordre littéraire et poétique qui nourrit l'œuvre magnifique d'Hélène Chatelain. Voilà, Irlande, terre promise. Le Gatti dont il est question, bien sûr, c'est Armand Gatti, puisque Armand Gatti venait faire un workshop avec un lieu de rencontre entre catholiques et protestants en Ulster, un de ces rares lieux communautaires, multiconfessionnels. Et Hélène Chatelain donc, tourne Irlande, terre promise en marge du tournage par Armand Gatti de Nous étions tous des noms d'arbres, un film tourné, lui, en 35 mm couleur. Et là, on s'est trouvé affronté à un problème. On n'en voit pas d'extrait ici, mais il y en a dans Irlande, terre promise, des extraits de Nous étions tous des noms d'arbres. Et là, on s'est trouvé face à un nouveau problème de restauration qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent, puisque à partir du moment où le film lui-même, Nous étions tous des noms d'arbres, avait fait l'objet d'une magnifique restauration par les soins du CNC, donc de la matière 35 mm, est-ce qu'on restaurait la vidéo d'Hélène Chatelain avec le transfert du film vers la vidéo analogique fait à l'époque, ou est-ce qu'on insérait les images restaurées par le CNC en lieu et place de celle-ci? Et c'est au regard de ce qu'est l'esthétique du film, qui est ce collage franc de matières extrêmement hétérogènes, on l'a vu ici, ne serait-ce que le contraste noir et blanc couleur, qu'on a décidé qu'effectivement, dans ce cas-là, il était plus pertinent de carrément couper les images du transfert vidéo d'époque de Nous étions tous des noms d'arbres et de mettre à la place dedans la restauration numérique récente, donc renforçant encore le contraste d'images qu'on a au sein de cette œuvre. Cette œuvre, vous pouvez la retrouver en accès libre sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, tout comme les vidéos qu'on a restaurées dans nos studios jusqu'à présent. Enfin, pour ma part, vous l'avez peut-être compris, je ne travaille plus à la BNF, mais je préfère, j'en parle au présent parce que je n'ai pas encore l'habitude d'en parler au passé. On ne quitte jamais vraiment la BNF. Brice Amouroux, je vous vois beaucoup approuver à tout ce que dit Alain Carroux sur les questions techniques, sur les choix aussi éthiques et esthétiques de restauration de ces œuvres.
Oui, tout à fait. Effectivement, on est tous confrontés, tous ceux qui sont dans une dynamique de conservation et de mise à disposition, de mise en accès des œuvres, qu'elles soient issues de films ou vidéos. On est tous confrontés à des sujets qui sont comparables de conditions de conservation, de conditions de numérisation, et ensuite de restauration numérique qui, comme ça vient d'être dit, arrive un peu en plus. L'acte premier, c'est d'abord la conservation et la numérisation, la captation vraiment de l'essence de ce qu'il y a sur le support original. Sans rentrer trop dans la technique, il y a d'autres problématiques qui se posent aussi qui n'ont pas forcément été citées. On parlait de la résolution. Pour l'INA, les collections de l'INA ont été faites pour la télévision, donc dans un format 4/3, comme on voit très, très souvent. Aujourd'hui, l'usage qui est fait de ces images est beaucoup en 16/9, en HD. Donc il faut qu'on trouve aussi des façons de rendre ces programmes diffusables dans les normes de diffusion d'aujourd'hui. Quand on propose un DCP pour un cinéma, ou quand on propose un PAD, comme on dit, un prêt à diffuser pour une télévision ou pour une plateforme, les prérequis, comment on appelle ça, le cahier des charges, en gros, qui nous est proposé, c'est de livrer de la HD au moins. Donc il faut qu'on trouve une façon de rendre ces programmes encore diffusables aujourd'hui par des voies numériques. Donc c'est pas forcément de la restauration, c'est du gonflage. On parlait d'un gonflage du 16 au 35, il y a aussi du gonflage de la SD en HD où on va inventer numériquement les pixels qui manquent pour faire rentrer cette image dans les formats d'aujourd'hui. Sur les problématiques de restauration, l'enjeu est toujours le même, c'est d'être évidemment conforme à l'original. Donc on va pas faire rentrer un carré dans un rectangle, enfin, on ne va pas étirer l'image, on ne va pas zoomer dans l'image, on va garder l'image intégralement en 4/3, mais on va l'insérer dans une fenêtre 16/9 HD pour qu'elle soit conforme aux normes de diffusion d'aujourd'hui. Ça ne trahit pas l'œuvre, ça la met aux normes du jour. Il y a des façons jolies de le faire, des façons moins jolies de le faire. On voit parfois en télévision des images 4/3 qui sont diffusées, on sent bien qu'on a un petit peu écarter l'image sur les côtés, c'est très moche. Ou alors qu'on copie sur les côtés aussi, on met des bouts. Voilà, alors ça à la limite c'est d'une façon un petit peu plus honnête, c'est-à-dire qu'on ne trahit pas le ratio original, mais on habille un petit peu les côtés parce que oui, il y a des bords noirs, du pillar box comme on dit, qui est pas très joli. Quand on a une jolie télé 16/9, en général les diffuseurs n'aiment pas qu'il y ait du noir dans l'image. Donc ça, c'est des contraintes auxquelles on est confronté, et c'est un enjeu majeur de continuer à rendre ces œuvres diffusables et à pouvoir les diffuser. Donc il faut qu'on soit aux normes aussi du jour. Sur la partie restauration proprement dite, c'est-à-dire correction des défauts, il y a un défaut je suis rentré dans le détail, mais il y a le défaut de l'entrelacement. C'est-à-dire que, enfin, le défaut, les questions posées par l'entrelacement. Ce qu'on regarde là, quand on regarde une vidéo, c'est pas des images, c'est des trames. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est des demi-images entrelacées. Et de plus en plus de normes de diffusion sont désormais en progressif. Donc, il faut aussi trouver des façons de convertir cette image entrelacée en progressif. Je ne rentre pas dans le détail. Au moment des discussions, peut-être, on verra. Mais tous ces sujets-là sont des sujets qui sont essentiels pour rendre ces œuvres encore diffusables aujourd'hui, au-delà des questions éthiques, évidemment, du respect de la nature et de l'intention première. Marcella Lista, je vous ai vu aussi opiner du chat sur beaucoup de questions. Vous avez été très patiente avant de prendre la parole. Vous vouliez nous parler du travail de Chris Marker sur la vidéo, sur les synthétiseurs vidéo en particulier. Je me souviens à la disparition de Chris Marker, on a découvert le matériel vidéo démentiel, un vrai laboratoire d'inventeurs qu'il avait laissé, qui intéressait beaucoup de personnes. Et alors, qu'est-ce que vous avez, vous, à nous montrer ? Je vais vous l'ouvrir. Donc, merci. Oui, j'ai été très intéressée par tout ce qui a été dit. Nous sommes confrontés, évidemment, avec la collection qui fait à peu près 3500 œuvres au Musée national d'art moderne, qui a été vraiment fondée en 77, au moment de l'inauguration du Centre Pompidou, au moment où le musée a été donc intégré dans ce nouveau bâtiment, était promis comme ça à vraiment une vision assez progressiste de l'art. Et en effet, ça a été une collection qui a été beaucoup basée sur la production plus que sur la conservation, d'où l'énorme retard en fait pris en matière de conservation-restauration, de mise aux normes des standards de conservation actuels. Et donc, lorsque je suis arrivée en 2016, j'ai vu qu'il y avait beaucoup à faire dans ce travail de Sisyphe, de migration constante sur des nouveaux supports
de préservation. Mais ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce travail absolument remarquable de Chris Marker qui a mis 2 années à être restauré dans nos murs grâce à la Fondation des sciences du patrimoine et à une collaboration avec le Centre de restauration des musées de France, et dont on voit effectivement qu'aujourd'hui, restaurer de l'analogique, c'est restaurer des fichiers, bien entendu, mais restaurer aussi du hardware, c'est-à-dire comment, même si l'on diffuse un fichier qui a migré vers un format numérique et qui est diffusé à partir d'un lecteur numérique, eh bien, l'affichage sur du matériel analogique va faire une très très grande différence, en particulier pour cette génération d'artistes qui se sont vraiment employés à utiliser aussi l'aspect sculptural de la vidéo et du téléviseur. Donc, évidemment, on n'a pas le temps de parcourir l'ensemble de ce projet, simplement rendre hommage à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet, donc l'équipe des nouveaux médias du Centre Pompidou, je vois Anaïs Brive, Sylvie Doilabel et Alice Moscoso aussi, qui assure les questions de conservation-restauration à l'échelle du musée. Et Alexandre Michan et Agnès de Cailleux qui nous ont accompagnés dans ces 2 années de travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que restaurer une œuvre comme celle-ci, Zapping Zone, Proposal for an Imaginary Television, c'est un travail que Chris Marker a conçu sur commande du Centre Pompidou en 90 pour l'exposition qui s'appelait Passage de l'image avec 3 commissaires, Raymond Bellour, Catherine David et Christine Vanache, et dont le propos était précisément d'examiner ces mutations de l'image qui vont entre l'image fixe et l'image en mouvement, entre le film, les supports légers, la vidéo, mais aussi l'infographie naissante à cette époque. Et Chris Marker est le seul à avoir répondu en fait en couvrant absolument tous ces formats d'images. Son installation réunit aussi bien de la diapositive, du tirage photo, des images vidéo qu'il a tournées lui-même pour la télévision française, des images de reportage, des images traitées par synthétiseur vidéo, et aussi des images pour lesquelles il a écrit lui-même un code informatique. Il parlait d'informatique naïve, comme on parle de peinture naïve, c'est-à-dire ce côté geek et auto-formé était vraiment absolument majeur pour trouver cette nouvelle écriture qui puisse entremêler précisément ces différents supports et ces différentes technologies. Donc on a affaire ce que Chris Marker a pressenti dans ce projet, c'est précisément l'impermanence des images, le fait qu'elles seraient constamment amenées finalement à migrer d'une peau à une autre, d'une enveloppe à une autre. Et c'est ce que je trouve remarquable dans ce projet, c'est que lui, il a toujours eu des formes différentes. Là, vous voyez la toute première présentation au Centre Pompidou en 90, dans ce hérisson et lumière, cette structure un petit peu hérissée qu'il a voulu avec cette métaphore animale parmi celles qui lui étaient chères, et que rapidement, cette structure s'est décomposée, comme vous le voyez, pour devenir en fait une sorte de landscape, de datascape, disons frontale, avec cette disposition qui aujourd'hui est beaucoup plus ordinaire, je dirais, par rapport à la proposition initiale, qui était que l'on circule, que le spectateur et la spectatrice circulent autour de cette sculpture. Donc en fait, notre travail a consisté à documenter d'une part toute cette historique des installations. En 2014, c'était donc 2 ans après le décès de Chris Marker. On peut dire que moi, quand je suis arrivée, c'était vraiment la forme qui était un peu respectée et fétichisée, puisque c'était la dernière qu'il avait acceptée de son vivant. Néanmoins, il faut savoir que pour lui, cette œuvre, c'était quelque chose de complètement transitoire. Il s'est tourné ensuite vers le CD-ROM et ensuite vers le site internet, Second Life, etc. Et donc a trouvé d'autres manières d'encapsuler la mémoire. Ce qui m'a intéressé, c'était de revenir à la forme d'origine. Il n'y avait aucune raison de fétichiser cette forme-là, dès lors que l'artiste n'étant plus vivant pour remanier cette matière et la faire vivre. Le travail, disons, muséal, patrimonial, consiste à essayer de se rapprocher sans jamais pouvoir y parvenir naturellement. Voilà, donc ça c'est un des rares documents qui permettait de voir comment était l'aspect, disons l'atmosphère, aussi l'atmosphère de paysage sonore chaotique que vous avez entendu, de l'œuvre originale. Et puis comment est-ce qu'on fait jouer ce rôle justement de sculpture que j'évoquais. On voit dans ce collage, qui est le seul élément visuel que Marker ait fourni pour la mise en espace de l'œuvre. On voit bien que ça ne dit pas grand-chose autre qu'un concept, qui est celui d'une espèce de force centrifuge et surtout avec des multidirectionnels, pourrait-on dire. Et puis l'idée aussi que les téléviseurs ne doivent pas dominer le spectateur, mais au contraire, on doit, disons, regarder... Alors, pardon, parce qu'il y a une sorte de décalage entre... ouais.
suis navrée, ça va venir. La critique, bon, ça a été vraiment mentionné amplement autour de cette table, hein, du médium des masses médias de la télévision. Il avait une des zones de Zapping Zone était en fait le documentaire qu'il a réalisé à partir du procès de l'exécution en direct de Ceausescu le jour de Noël 1989, et qu'il a parasité avec des publicités, hein, puisque c'était des images que les journalistes de la télévision française présentaient comme des images crues, non éditées, justement non montées, sous prétexte de l'urgence, hein, de la situation en Roumanie. Et il s'est évidemment amusé à infiltrer non seulement des images publicitaires, mais aussi un zapping, hein, qui permettait de basculer sur le flux en direct des chaînes de télévision. Alors voilà, d'ici des exemples, hein, de l'imagerie, vous voyez à la fois cette continuité que je trouve absolument remarquable entre le bricolage manuel, hein, l'image en bas au centre qui est littéralement un collage à partir de découpages faits dans le catalogue Manu France, hein, d'outils. On a sur la droite, hein, vous voyez des images créées par synthétiseur vidéo ou modifiées par synthétiseur vidéo. Sur la gauche, Roberto Matta dans une interview, donc une vidéo classique portée à l'épaule, et de la création infographique, hein, y compris dans ce Apple 2GS, hein, ce poste informatique qui était un peu son instrument fétiche à cette époque, un des premiers ordinateurs personnels, See-Through Television React. Il s'agissait en fait de mettre un masque sur la télévision, le flux télévisuel réel, hein, donc d'apposer comme ça des masques pour modifier le contenu de l'image. Voilà, ici des images de Sans Soleil, hein, qui était non pas la première, mais la deuxième utilisation du synthétiseur vidéo MS Spectre, la première étant en 1978 dans une œuvre qu'il avait également réalisée pour le Centre Pompidou et qui s'intitulait « Quand le siècle a pris forme » au pluriel. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait dire à son personnage dans Sans Soleil, qui est « Puisqu'on ne peut pas changer les images du présent, changeons les images du passé ». Et changer les images du passé, c'est introduire précisément dans l'image d'archive ces virages que permet la palette du synthétiseur analogique vidéo. Voilà, donc vous pourrez voir, je n'insiste pas davantage, je ne veux pas être longue, mais vous avez le bonheur d'avoir l'œuvre installée au 4e étage du musée dans ce bâtiment, donc allez la voir. C'est un privilège que de pouvoir, je pense, la voir sur le support analogique d'origine. Ça a demandé un travail de fou. Et dire aussi qu'il y a une salle dossier qui accompagne cette présentation et où vous pourrez voir notamment... avec le CDRMF, on a scanné par exemple un téléviseur, un écran d'ordinateur Apple II, etc., les tubes cathodiques, hein, pour en montrer tous les composants, y compris ceux qu'on ne peut pas voir à l'œil nu quand on démonte la machine. Hein. Donc il s'agirait aussi de constituer une documentation pour les futures générations sur voilà, tous les fonctionnements de l'appareil analogique, en espérant qu'un jour, hein, quelqu'un se dédie comme c'était le cas pour la pellicule Kodak, à refaire des tubes cathodiques. Voilà, et ici, juste, c'est le bonheur de voir, hein, ce que Alexandre Michan a mis au jour, c'est-à-dire les pixels des écrans d'ordinateur Apple 2GS étaient ronds et non pas carrés. Hein, donc c'est l'ancêtre du numérique. Enfin, merci beaucoup, Marcela Lista. Alors, je ne sais pas si effectivement on va refabriquer des bornes magnétiques, de quoi les lire et d'enregistrer des images dessus. Maxence Stamatiadis, vous avez été le plus patient de tous, vous avez tout écouté, mais vous avez voulu nous apporter, vous, des images qui ont à voir avec la vidéo analogique dans une utilisation beaucoup plus récente, même si elle a déjà plus de 20 ans. Oui, alors avant de montrer les images, j'aimerais en parler un petit peu. En fait, c'est que là, on a parlé des débuts de la vidéo analogique, et moi, j'ai eu le sentiment, notamment pendant mes études et quand j'ai commencé à faire des films, de connaître la fin. En tout cas de la fin d'une utilisation, puisque moi j'ai fait les arts décoratifs en section vidéo, qui était une section assez petite et assez méprisée par le reste de l'école. On était à la cave, c'était vraiment pas enfin, c'était vraiment pas la section star. Et il se trouve, quand je suis arrivé en 2008, je crois, aux arts décoratifs, on utilisait tous dans cette section des caméras mini DV, et on avait des cours, on avait rapidement un cours pour apprendre à s'en servir, et c'était notre outil principal, donc tout le monde tournait avec ça. Moi, c'était les caméras que j'avais déjà utilisées avant, parce que c'est celles que j'avais à la maison, avec lesquelles j'avais fait des premiers petits films pour rentrer et tout ça.
Et en fait, je me rappelle assez bien du moment où il y a eu un shift au milieu de la scolarité. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec les appareils photo 5D, les premiers de Canon, donc qui étaient des appareils numériques et qui étaient des appareils l'image n'avait rien à voir puisqu'ils avaient des gros capteurs, on pouvait mettre des objectifs d'appareils photo, et d'un coup, il y avait une image qui faisait cinéma. Et d'un coup, il y a une espèce de truc qui a complètement changé, c'est-à-dire que n'importe qui avait des images plus... Par exemple, il y avait un mec dans ma classe qui était hyper fort, c'était vraiment celui qui faisait des très belles images avec sa caméra DV, mais c'était une super caméra, et d'un coup, du jour au lendemain, tout le monde faisait des images beaucoup plus belles que lui, parce qu'on avait un nouvel outil comme ça qui était apparu, et aux Arts Déco, il y avait quand même l'esthétique des images, c'était important parce que c'est une école d'art quand même, donc il y avait un truc, et d'un coup, il y a eu ce changement qui a été assez important et qui a rebattu. Et en fait, vraiment, d'un coup, c'est devenu très obsolète. Ce travail qu'on faisait en DV, on avait appris, mais plus personne ne voulait faire ça, quoi. Donc, et ensuite, quand je suis sorti, évidemment, maintenant, c'est hyper répandu d'utiliser ces appareils-là. Et la DV, on s'en sert encore, mais bon, c'est formaliste, quoi, maintenant. C'est pas avec ça qu'on fait des films. Et pourquoi ça a été important, et surtout vis-à-vis de la question du documentaire ici, parce que justement dans ces sections-là des écoles d'art, c'est des sections où on est vraiment... Personne ne fait la même chose. Il y en a qui font du documentaire, il y en a qui font de la vidéo d'art, il y en a qui ont des velléités de faire du cinéma, mais on n'a pas le support de l'enseignement pour faire ça, parce que c'est pas une école de cinéma non plus. Et donc il y avait quand même un espèce de mélange qui se faisait entre tous ces genres, qui fait que naturellement les gens produisaient des films qui circulaient très librement, du documentaire à la fiction, à l'art vidéo. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui était aussi très associé à la DV, parce que c'était un moment où on avait tous le même outil, et du coup on s'inspirait les uns les autres, et il y avait cette espèce de genre hybride qu'on se formulait même pas à l'époque. Enfin, on voulait faire un film, on avait un sujet, et puis d'un coup c'était un peu de la fiction, et puis un peu, ça mélangeait un peu tout. Et donc du coup, moi, quand je suis sorti de l'école et que j'ai commencé à faire des films pour moi, j'ai commencé à filmer ma famille, notamment qui habite en banlieue parisienne, et d'un coup, en fait, ces super nouveaux outils qu'on avait, ils me convenaient pas du tout pour filmer ce que je voulais filmer, parce que comme ils avaient cette espèce de qualité cinéma, déjà j'y étais pas habitué, et puis en fait, dans cette espèce de mélange de documentaire et que je pratiquais, ça allait pas d'avoir une image aussi belle, il y a quelque chose qui était trahi, et donc du coup, c'est pour ça que les premiers films que j'ai commencé à faire, j'en suis revenu à la DV, en fait, parce que c'était l'outil que je connaissais le mieux, qui me permettait, et c'était extrêmement léger aussi pour le coup, donc ça me permettait vraiment de faire peur à personne, d'arriver chez des gens pour filmer, et de pouvoir approcher leur intimité vachement plus facilement. Et voilà, mais à l'époque, c'était devenu moche. Et le film que j'avais choisi de montrer, là, un extrait que j'ai pas revu d'ailleurs, d'un film d'Harmony Korine qui s'appelle Julien Donkey Boy, qu'il avait filmé avec plein de caméras différentes, DV. Et il y avait un truc, je me souviens quand j'avais découvert ça, c'était vraiment... d'un coup, je voyais que quand on allait très loin dans le moche, ça redevenait beau. Et que voilà, en fait, il fallait plutôt essayer de pousser ces choses-là, et je pense que, et du coup ça a participé de ma pratique, comment elle s'est figée, mais aussi de ma manière d'approcher les sujets et de penser la question du documentaire et de la fiction, puisque j'ai fait que des films dont je ne saurais toujours pas dire s'ils sont d'un bord ou de l'autre. On va essayer d'aller très loin dans le moche voilà. Pour atteindre la beauté avec Julien Donkey Boy d'Harmony Korine. Merci beaucoup. Et juste, oui, pour redire un truc là-dessus, je pense que ces films-là, c'était des films qui m'avaient beaucoup, mais pas que moi, en fait, c'est vraiment toute la génération des gens avec qui on faisait des films à ce moment-là. Parce qu'il y avait aussi dans ce film-là, il y a donc cette idée de pousser l'esthétique de la DV au plus loin, et on retrouve quelque chose qui est presque comme il y a un truc de la peinture impressionniste presque, avec ce grain et tout. Mais il y avait aussi donc l'idée
documentaire chez Harmony Korine, parce que c'est pas des documentaires, c'est des fictions, mais il y a aussi il avait des manifestes très libres sur comment filmer au-delà de la fiction, entre les prises, comment incorporer tout ce qu'il y avait dedans, et je pense que ça a été quelque chose de très important, comment ce format-là était aussi associé à l'idée de faire rentrer du documentaire dans de la fiction et inversement. Merci, on avait prévu encore 2 films, mais je vois qu'il est déjà 13h15. Et j'imagine peut-être que dans la salle, vous avez des tas de choses à dire, des questions à poser, des réactions à ce qui a été montré, à ce qui a été dit. Il y a un micro qui vous est destiné. Est-ce que quelqu'un souhaite... Sinon, on peut aussi voir des films, c'est bien. Monsieur. Une petite remarque à faire sur où est-ce que vous situez le travail de Jean-Christophe Averty dans l'aspect institutionnel, pour une fois, cette sorte d'outsider. À quel niveau, chronologiquement, au niveau des effets spéciaux aussi, vidéo? Qui veut répondre, Brice Amouroux? C'est une question qui est adressée à Lina. Averty, il a fait tellement de choses... c'est compliqué de répondre à cette question de manière un peu unique, quoi. Il a fait vraiment tellement de choses, et pas que en vidéo d'ailleurs, hein. Donc c'est vrai qu'il a poussé loin les tests des mélangeurs, des incrustes, etc. Donc il y a eu tout un travail de recherche. Averty a été clairement un précurseur, un pionnier sur tout un tas de choses. Il a aussi... au-delà d'Averty, il y a tout un travail autour de la recherche qui a été fait à l'ORTF, puis ensuite à l'INA, sur de la recherche formelle, et puis de la recherche d'écriture, de la recherche des essais de choses et d'autres. Donc c'est compliqué de dire où se situe Averty. Il a poussé des choses très très loin. Avec la complicité des artistes avec qui il a travaillé d'ailleurs, et je sais que c'est quelque chose qui nous est très souvent demandé, et que parfois on se pose beaucoup de questions sur la restauration, notamment sur des choix esthétiques très forts qui ne sont pas des défauts de vieillissement pour le coup. Je rebondis sur l'histoire de la recherche. On a travaillé sur il y a des films de Ruiz, par exemple, Raoul Ruiz, qui a travaillé à l'INA au tout début de sa carrière française, avec des choix esthétiques très forts de sa part, qui ne doivent pas être considérés comme un virage magenta, par exemple, comme on peut considérer, mais comme une réelle volonté esthétique de teinter le film. Donc voilà, Averty là-dedans a clairement apporté beaucoup de choses, jusqu'à très tard dans sa vie d'ailleurs, et ça reste un incontournable de nos collections. Madame. Oui, j'avais un point de curiosité. Entre Rezvani et Jeunet, le petit bout d'émission qu'on a vu, je voulais en savoir un petit peu plus. Si quelqu'un pouvait me dire. Ça, c'est Jean-Paul, c'était son choix. Plus. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus que... Non, mais je voulais savoir exactement qui était je n'avais pas très bien compris qui réalisait. Parce qu'on voit Rezvani à un moment avec le clap. Non, non, c'est pas Rezvani qu'on voit. J'étais étonnée. Oui, c'est ça. Non, c'est un technicien de la télé. Voilà. Oui. On ne voit pas le réalisateur non plus, Jean-Daniel Paulet, voilà, qui est un réalisateur de fiction et de documentaires très originaux. Il est un peu lié à la nouvelle vague. Toi, tu peux dire sur Carole. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que cette émission, c'est une émission qui avait lieu le dimanche matin, et Rezvani invitait qui il voulait, en fait, à cette émission, des intellectuels, des écrivains, enfin voilà. Et donc, il avait eu cette idée d'inviter Jeunet par rapport donc, à l'arrestation d'Angela Davis et au fait qu'il la défendait. C'est ça que vous voulez savoir ? Oui, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Oui. Mais ce qui est intéressant, surtout dans c'est Pierre-André Boutan qui produisait l'émission L'invité du dimanche. Et chaque dimanche, on changeait d'invité. Un jour, il y a Rezvani comme invité, et l'invité a le droit d'inviter quelqu'un ou plusieurs personnes. Voilà, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est le dispositif. Il faudrait voir le film en entier. On voit 3 fois Jean Genet dire le même texte, et de façon peut-être chaque fois un peu plus véhémente. C'est un texte très violent d'attaque de la suprématie blanche. Voilà. Pour défendre Angela
Davis qui vient d'être arrêté, et il dit Reagan a sablé le champagne, etc. Bon, et puis après, il dit, mais les Blancs ne devraient pas s'arrêter à tuer tous les Noirs. Ils devraient... Et puis, il énumère un nombre de Blancs qu'il faudrait aussi liquider. Quoi, voilà. Bon. Et la vidéo donc intégrale, elle est donc conservée au Centre du visuel Simone de Beauvoir, et elle tourne énormément comme toutes les vidéos de cette époque-là, parce qu'on nous pose souvent la question de la diffusion. On parlait tout à l'heure donc de l'adaptation à des nouvelles normes. À l'époque, déjà, ça a beaucoup tourné sans qu'il y ait... Les vidéoprojecteurs n'existaient pas dans les salles, donc ça s'était montré effectivement sur des petits moniteurs ou sur des constructions avec plusieurs moniteurs, comme c'était souvent le cas, où on mettait en fait... ça faisait comme un dispositif, si vous voulez, on mettait plusieurs moniteurs et on voyait l'image donc, comme une espèce de diffraction. Et maintenant, c'est montré, ça continue à tourner dans le monde entier. Peut-être on peut ajouter aussi que ces films ont été sous-titrés dans plusieurs langues pour être accessibles donc, à des publics qui ne sont pas francophones ou français. Et que donc, c'est vraiment très moderne, quoi. C'est contemporain, en fait. Ça a l'air d'archives anciennes des années 70, mais c'est très contemporain parce que ce sont des sujets toujours... Quand on voit Jeunet par d'Angela Davis, eh bien, on peut penser à Black Lives Matter, par exemple. Quand on voit Delphine Seyrig et ses actrices, on peut penser à MeToo. Enfin, voilà, il y a vraiment une actualité qui fait que ces films tournent. Et sur Averti, moi, je voudrais dire qu'il y a deux périodes d'Averti. La période analogique et la période numérique. Et avant la période analogique, il y a la période 16 mm. Il fait des trucages... Il fait des collages en 16 mm. Puis après, il a fait l'IDEC, il voulait être cinéaste, et puis il est embauché à la télévision. Et là, il découvre l'instrument de la régie qui, à l'époque, pouvait faire qu'une division d'image en droite, gauche ou haut, bas. Et avec ça, il va faire ses premiers clips. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a toujours exploité au maximum avec les truquistes de la télévision la possibilité de dédoubler les images, de les tripler, de les quadrupler. Yves Montand va chanter 4 fois présent dans etc. Et tout ça, c'est de l'analogie. Hein. Il fait des trucages analogiques. Puis, quand arrive le numérique, moi, j'ai beaucoup étudié l'œuvre d'Averti. Il est un peu embêté. C'est trop facile, trop bien. Comme tu disais, il traîne un peu à adopter le numérique. Parce qu'il est brillant dans l'analogique. Et c'est trop facile après de faire des trucages avec le numérique. Puis après, il va faire beaucoup de choses grâce aux tournettes et tout ça. Mais il faisait des tournettes avant, c'est-à-dire des fonds d'écran, etc. Non, mais c'est un monde averti. Et il faut bien distinguer ces deux périodes. Mais il met un certain temps à comprendre comment, avec le numérique, il peut aller plus loin que ce qu'il a déjà fait, parce que c'est extraordinaire, tout ce qu'il a fait déjà dans de la vidéo analogique, où à chaque fois qu'il introduisait une nouvelle couche d'image, il y avait de la déperdition de qualité, mais il trouvait des trucs pour que ça se voit pas trop. Voilà, comme Ubu Roi, par exemple, plusieurs couches d'images. Voilà. Non, mais on pourrait faire un débat entier sur... On prendra rendez-vous pour une prochaine rencontre, les rencontres averties. Madame ? Une autre remarque que je voulais faire qui m'a rendu un peu triste, quand je vois Jane Fonda fustiger l'image hollywoodienne qu'on a voulu faire d'elle dans ces années-là, dans les années 70, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, à 84 ans, faire de la publicité glamour, c'est-à-dire un espèce de repenti de tout ce qu'elle a été. Voilà, enfin, je le dis, ça, c'est un sentiment personnel. C'est un peu plus complexe parce qu'elle est aussi engagée pour... Donc c'est une figure complexe, Jane Fonda, c'est vrai, mais c'est pas aussi simple que ce que vous dites. Madame. Bonjour, merci pour cette table ronde. Je souhaiterais poser une question sur la circulation de ces films, sur leur accessibilité et leur place dans les salles, et aussi dans les festivals, parce que c'est cette conservation du passé pour le futur. Où est-ce qu'on peut les trouver et quel est le marché, en fait, la demande de marché pour ces films? Merci. Moi, je peux répondre en ce qui concerne le Centre du visuel Simone de Beauvoir. Comme je le disais précédemment, ça tourne énormément. Il y a ma collègue Peggy qui est dans la salle qui répond à des dizaines de demandes par jour.
que ce soit au Japon, en Argentine, en France, dans le Cantal, enfin je sais pas, n'importe où. Et on accompagne aussi beaucoup les films. La contextualisation, je pense, est très importante, c'est-à-dire de aussi restituer pourquoi ces films ont été faits à l'époque, quel était le contexte politique et social. On parle aussi beaucoup de la technologie, bien sûr, parce qu'on a pas mal de questions aussi sur comment les gens faisaient pour faire ces films, comment ils les montaient, etc. Donc il y a une circulation très, très intense. Ça entre aussi dans des collections, et là, je remercie la BPI qui, dernièrement, a acheté d'autres vidéos du centre qui ont rejoint les collections. Donc il y a le musée, la salle de cinéma, mais il y a aussi des rencontres. Ça peut être dans un appartement, dans un lieu de travail. Donc ça peut se montrer un peu partout. Et puis on a aussi l'accession. Là, on peut aussi accéder à une partie de ces vidéos sur des plateformes françaises comme Tinc ou la Cinétech, mais aussi sur des plateformes internationales comme Mubi. Donc il y a vraiment ça essaime beaucoup, et on est très contente parce qu'il y a un vrai engouement, et notamment de gens très jeunes. Moi, je montre ce genre d'image aussi bien à des élèves d'école primaire qu'à des étudiants, et ils sont très intéressés aussi à connaître, par exemple, je prends un exemple très particulier, on a un film qui traite de la grève des prostituées en 1975, qui n'a pas encore été restauré, mais je pense qu'on se penchera aussi dessus. Voilà, ça les intéresse d'entendre ce que peut se dire des femmes prostituées à cette époque-là et pourquoi elles ont été en grève, mais en même temps, ça les intéresse de savoir pourquoi il y avait ce dispositif qui permettait à des gens à l'extérieur des églises qu'elles occupaient de voir ces images. Donc c'était aussi cette inventivité technique, parce qu'on parle de Jean-Christophe Averty, que par ailleurs j'adore, moi aussi, mais il y avait aussi beaucoup de femmes, et notamment dans ce qu'on appelait la vidéo art à l'époque, qui ont aussi fait preuve de beaucoup d'inventivité en bidouillant des machines. Parce qu'à l'époque, en fait, on bidouillait beaucoup les machines. Et puis il y a les festivals aussi. Hélène, vous avez retrouvé le cinéma du réel n'a pas attendu aujourd'hui pour parler de ces questions-là. Voilà, en fait, dans les archives, alors je suis désolée, j'avais pas le catalogue sous la main, donc j'ai fait une capture d'écran de la base de données telle qu'on la retrouve avec les programmations d'archives, et à gauche la couverture du festival de 83 qui avait consacré donc toute une section de programmation à vidéo du réel, réel de la vidéo. Et là, on retrouve de nombreux titres. On retrouve d'ailleurs Jeunet par d'Angela Davis. On retrouve un certain nombre de films de Toi et de Daniel, Jean-Paul. Et par ailleurs, un peu plus tristement aujourd'hui, on retrouve des titres de films dont on sait, en tout cas, a priori par leurs réalisatrices et réalisateurs, qu'ils ont disparu. Donc en réalité, voilà, en 83, il y avait déjà une programmation de films qui étaient antérieurs de plusieurs années, mais qui, entre-temps, eux-mêmes, malheureusement, n'ont pas fait l'objet de sauvegarde, voilà, dont les supports ont vraiment disparu. Par exemple, ceux de vidéo débat autour de Charlotte Silvera, malheureusement, qui étaient programmés. Là. Marcella ? Je vais ajouter effectivement que dans le musée, nous avons toujours entretenu un espace de consultation au 4e étage, toujours, qui permet d'accéder en fait aux vidéos de toutes époques qui sont numérisées et qui permettent à chacun, à chacune d'avoir accès à la collection librement. Donc nous acquérons auprès du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, auprès de l'INA et d'autres distributeurs des copies de diffusion et des droits de diffusion qui sont aussi un autre contexte de diffusion, effectivement dans le cadre de l'histoire, de l'art plus général, disons, où ces pratiques, ces écritures documentaires peuvent aussi avoir des choses à dire. Voilà. Merci à tous. Moi, j'ai appris plein de choses. Donc, j'imagine vous aussi. C'était très beau. Merci beaucoup.